Bonjour et bienvenue dans ce nouveau PaniniCast, le podcast des éditions Panini, où nous traitons chaque mois, au fil de 2 émissions par mois, donc des nouvelles sorties, de l'actualité de notre catalogue, et également d'un sujet particulier. En général, ça va être un auteur, ça va être un genre, ça va être les big news, et plein de choses comme ça. Et ici, vous savez déjà, vu que vous avez cliqué sur l'écoute du podcast, vous connaissez déjà le sujet, et cette fois-ci, ça va être un épisode un peu spécial, parce que ça va être l'occasion de traiter, via l'actualité du mois des fiertés, la représentation LGBTQ+, dans les comics. Et pour cela, je suis Aurélien Vives, donc le Community Manager de Panini Comics, et je suis accompagné, comme à mon habitude, par Émile Marambert. Salut. Et pour la première fois, nous avons un invité au PaniniCast, et nous sommes très fiers d'avoir un invité de sa qualité pour nous accompagner, Adrien Bellassel. Eh ben, merci beaucoup de me faire l'honneur d'être le premier invité du podcast des éditions Panini. Merci à toi d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je pouvais pas faire autrement. Pas du tout de pression. Et donc ouais, comme l'a dit Aurélien, l'idée avec cet épisode-là, ce sera de faire un rapide état des lieux de la représentation LGBTQ+ dans les comics. Et pour cela, on va d'abord faire en fait en préambule un petit point lexical pour être sûr que tout le monde soit sur le même niveau de vocabulaire et d'information. Ensuite, après un rapide tour d'horizon de l'historique et notamment de tout ce qui était ce qu'on appelle les queer comics notamment, on va ensuite essayer de parler avec Aurélien et Adrien du pouvoir de la visibilité et de la représentation. Est-ce que ça vous semble bon ? Ça me semble très bien, mais on va aussi dire que sous toutes ces grandes phrases pleines de mots que tu viens de faire, en fait, on va surtout essayer d'être très pédagogique et de présenter les choses de la manière la plus simple possible pour tous ceux qui se posent des questions sans avoir trop jamais voulu creuser par eux-mêmes. Tout à fait. Alors du coup, pour commencer, est-ce qu'on peut donc faire ce point lexical dont on parlait ? Est-ce que l'un de vous deux peut me dire ce que c'est LGBTQ+. Ça va être pour moi. Alors c'est un sigle pour essayer de regrouper toutes les identités sexuelles, mais aussi de genre, voire encore d'autres choses. Donc les plus connus LGBT pour regrouper les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Après on a le Q qui est un peu un mot valise qui veut dire queer. Personnellement, mais vous demandez à deux membres de la communauté LGBT, ils vous diront des choses différentes. Personnellement, c'est un mot que j'aime bien utiliser pour résumer tout LGBTQIA+, parce que quand on dit LGBTQIA+, on a toujours peur d'en oublier un. Il y en a, ils aiment pas se sentir inclus dans un plus. Donc moi, j'utilise en général le mot queer pour inclure tout le monde. Certains diront qu'ils se reconnaissent même pas dans queer. Queer, donc c'est issu de l'anglais, hein, ça voulait juste dire un peu les personnes un peu bizarres, les personnes en dehors de la norme, les personnes qui se reconnaissaient pas dans les règles un peu établies, à la fois d'identité sexuelle et d'identité de genre. Et puis après, donc il y a ce plus qui comprend à la fois les personnes donc dites intersexes, c'est les personnes qui à la naissance n'ont pas forcément un genre défini, un genre facile à identifier. Ouais, pendant très longtemps, c'est le terme d'hermaphrodite qui avait été utilisé pour ça. Il est tombé en désuétude pour plein de raisons, mais avant c'était le terme utilisé. Voilà, et puis après on a les personnes asexuelles, aromantiques, donc des personnes qui soit n'ont pas d'attirance sexuelle, soit qui n'ont pas d'attirance romantique pour d'autres personnes. On a les pansexuels aussi, comme notre ami Deadpool. Et puis et puis si on cherche, on peut rajouter les non-binaires et encore un certain nombre d'identités qui peuvent exister. D'ailleurs, c'est vrai que quand on avait réfléchi au podcast et à comment le nommer, on était d'abord parti sur LGBTQIA+, qui est peut-être le plus inclusif. Oui. Et en fait, pour des raisons aussi
d'attirer le plus grand nombre à écouter notre podcast, on s'est dit qu'on allait partir sur un logo peut-être un peu plus court, et après expliciter qu'il existait plein de variantes et que le plus pouvait recouvrir plus de monde, parce que c'est vrai que LGBT est bien connu, on va dire, comme sigle, mais dès qu'on rajoute plus de lettres, c'est vrai qu'il va avoir une partie des personnes... ça, on va pouvoir continuer à expliquer du vocabulaire, cis, hétéros, qui vont se braquer un peu en se disant « Oh là là, il y a plein de lettres, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et donc les personnes cis, genre, c'est les personnes qui, comme moi par exemple, sont confortables dans son identité de genre attribuée à la naissance, au contraire des personnes transgenres. Tout à fait, et puis en plus c'est d'ailleurs intéressant que ce soit le terme queer qui a été utilisé par Justin Hall, qui a fait un bouquin qui s'appelle No Straight Lines, qui revient sur l'histoire de ce qu'il appelle le queer comics. Et ça m'a toujours intéressé justement le fait qu'il n'ait pas utilisé LGBT, peut-être aussi pour des raisons d'inclusivité, pardon. Et donc, comme lui le définit, sa définition du queer comics, c'était l'idée de faire des comic books, donc au sens global, donc inclus donc les strips, les graphic novels, webcomics, qui vont parler des thèmes LGBTQ+, mais avec le point de vue d'une personne concernée. Et par personne concernée, on entend donc personne qui se reconnaît dans les différentes définitions qu'on a pu évoquer à l'instant. Et puis le mot queer était là avant. Hein. c'est un mot qui est très ancien. Hein. C'était insultant même à une époque, je crois. Ah oui, comme beaucoup de termes de la communauté, il y a eu beaucoup de réappropriation. Hein. Il y a un autre terme que je vais pas dire à voix haute là, ici, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de membres, moi le premier de la communauté, on aime se réapproprier. Par contre, quand on entend une personne cis utiliser ce terme, on peut avoir tendance à se braquer. Oui. Mais queer est rentré dans le langage commun et c'est même plus une insulte aujourd'hui. Hein. Oui, c'est comme tu dis, justement, il était réapproprié par une partie de la communauté. Et dans l'ouvrage que j'évoquais justement, No Straight Lines, il y avait une phrase qui m'a fait rire de Jerry Mills, qui est considéré comme un des plus grands créateurs de la bande dessinée queer, qui disait justement comics et gay, les deux vont très bien ensemble, puisqu'ils ont une chose en commun, c'est que personne ne les respecte. Et justement, dans les années 80, cette phrase avait un certain sens, parce que comme le bouquin le rappelle, il y a une longue histoire en fait du queer comics. Je pense qu'il y a un créateur qui est assez connu aussi, en dehors de la sphère comics pure. Il s'appelait alors, je suis pas sûr de bien le prononcer, mais c'est Toku Laaksonen, que moi je connaissais sous le nom de Tom of Finland, qui était un créateur très connu pour ses représentations. On va dire très graphique, en tout cas tout de cuir vêtu. Oui, tu peux dire cuir moustache, hein, les gens ils comprendront bien de quoi tu parles. Moi je pensais surtout à Hokuto no Ken en fait. Mais c'est vrai que c'est très cuir moustache. Et surtout c'est des années 40 en fait. Ouais. Et c'est un créateur qui a une influence assez dingue, parce que justement je parlais d'Hokuto no Ken au Japon, mais on peut retrouver aussi du coup son influence chez un mangaka qui s'appelle Tagame au Japon, et puis après du coup apparemment en termes de visibilité vraiment c'était en tout cas un des grands créateurs. On peut aussi du coup citer alors Trina Robbins, qui malheureusement nous a quitté il y a quelques mois maintenant, qui était alors non pas forcément une personne concernée, mais la créatrice du premier comics au sujet d'une lesbienne, qui n'était pas en fait un comics érotique. Je recommande d'ailleurs le très bon Last Girl Standing, autobiographie Oui, ouais. Autobiographie de Trina Robbins, dispo chez Bliss, édition, tout à fait, en français, dispo en français. Voilà. Tout à fait, vachement bien. En plus d'être une pionnière dans le thème, dans les comics queer, c'est aussi une pionnière dans les comics indé, féministes, etc. C'est essayé un peu à quelques trucs mainstream, mais on la connaît surtout pour son œuvre, on va dire, bizarre, queer. Et en plus, on peut trouver aussi le reste de son œuvre, notamment féministe, dans sa revue Women Comics, qui était éditée par Comics Initiative. En fait, j'ai découvert. Je sais pas que c'était sorti en français. Et là, je me le suis acheté il y a pas très longtemps. Donc, du coup, c'est sacrée créatrice, pardon. Ensuite, du coup, si on pêle-mêle aussi, il y a le Gay Comics, qui était, moi, j'ai découvert une des plus longues séries anthologiques de comics, qui est en fait a été créé par donc Robert Cruz, qui était surnommé le parrain du comics queer.
Donc là, ils ont quand même publié 25 numéros en 18 ans avec des sommaires assez variés. Et aussi, on peut aussi noter le côté d'une création afro-américaine queer avec le Cathartic Comics de Rupert Kinard qui contient justement le premier personnage afro-américain récurrent queer. Et aussi, évidemment, je crois que c'est Aurélien qui est un grand fan. On peut aussi parler d'Alison Bechdel. Ouais, tout à fait. Alison Bechdel, c'est complètement formidable. Dykes to Watch Out For, qui est traduit en français par Des Gouines à suivre, et c'est là-dedans qu'il y a eu la création du fameux test de Bechdel, qui porte son nom. Et par la suite, oui, justement, comme on en parlait, c'est vrai que elle a commencé en faisant du comics lesbien, justement, et après avec ses œuvres autobiographiques que sont Fun Home ou C'est toi ma maman et ce genre de récits autobiographiques, elle a acquis une reconnaissance internationale et de nombreuses récompenses dans plein de domaines. Ce qui est, à mon sens, intéressant, parce que là, tout ce que tu as cité, en fait, après Tom of Finland, qui était du coup années 40, c'est que tout ça, c'est les années 70. En fait, il y a un trou entre les deux, c'est notamment lié au Comics Code Authority et en fait, à la disparition à un moment de tout ce qui est le comics indé. Le Comics Code Authority, en fait, a fait disparaître le comics indé et l'a poussé dans le côté underground. On s'est retrouvé avec que du comics qui était vendu à la sauvette, en fait. Et en fait, mine de rien, ça a permis aussi l'émergence de sujets très contestataires, très justement qui sortaient complètement de la sphère du mainstream, avec entre autres des sujets LGBT qui sont du coup qui ont irrigué tout ce mouvement underground qui est devenu le mouvement indé comics par la suite. Donc ce qui est assez marrant, c'est que tout le truc du Comics Code Authority qui était là du coup et qui a été un peu une chape de plomb sur les sujets que pouvaient aborder Marvel et DC pendant les années du coup 60, 70, 80, 90, c'est ce qui a permis l'émergence très rapide en fait de ces sujets-là dans la sphère indé. Pendant ce temps, on va en parler après, mais pendant ce temps, Chris Claremont qui voulait parler de ces sujets-là, il était obligé dans les X-Men d'utiliser des métaphores, d'utiliser des sujets où il disait les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils veulent, et voilà. Mais oui, elles sont très amies. Voilà. ou dans Alpha Flight, montrer un perso qui, quand tu lis entre les lignes, est 100% gay, mais il faut attendre, je crois que c'est les années 90 ou fin 80 pour que le coming out soit écrit sur papier, quoi. Ouais, oui, c'était même durant les années 90 parce que ça va être le moment de la crise du sida et donc vraiment en plus il faut utiliser presque un autre sujet pour pouvoir arriver à en parler, quoi. Donc, mais c'était vraiment très drôle parce que moi en tant que concerné je lisais la BD et je faisais je lisais entre les lignes et je voyais tout de suite, je veux dire, pour moi il y avait même pas débat, il y avait pas de question. Le personnage de Vega était gay, quoi, c'est sûr. La manière dont il en parlait, qu'il avait plus ou moins un sugar daddy, tu comprenais bien, quoi. C'était assez évident. Bon, il y a quelques clichés propres à l'époque, hein, mais on voyait bien comment Claremont était frustré de pas pouvoir le dire noir sur blanc, et il utilisait des subterfuges pour cacher son propos, passer le Comic Code Authority, et puis voilà. Donc tout ça montre que, encore une fois, sur ce sujet et sur plein d'autres encore, les comics ont été, que ce soit indé ou un peu après mainstream, ont été précurseurs sur cette lutte-là aussi. Oui, parce que c'est vrai que on parle des X-Men là forcément avec Claremont, mais c'est vrai que les X-Men ont toujours été une métaphore de l'oppression et des opprimés et de comment ils font pour lutter contre ça. C'est au début, c'est pas forcément complètement intégré à l'ADN, mais c'est quand même là, on va dire dans le premier run, quoi. D'une certaine manière, on peut dire que c'est même intégré quand même, parce que bon, ça s'adapte aux luttes de la décennie où c'est publié. Et dans les années 60, ça va plutôt aller défendre les lecteurs de comics, les petits jeunes, les petits geeks des années 60 qui sont un peu marginalisés parce que ils lisent des comics, et puis c'est quand même bizarre à cette époque de lire des comics. Et donc, on peut dire que la première équipe de X-Men, la première équipe d'opprimés, c'est les petits jeunes lecteurs de comics comme vous, moi, on l'a été encore aujourd'hui.
Mais c'est vrai que oui, après, avec le All New, All Different X-Men, avec le fait de faire une équipe internationale, avec du coup Tornade, Sunfire, même s'il reste pas très longtemps, pareil, Thunderbird, enfin l'épervier, même s'il reste pas très longtemps. Mais en tout cas, il y a ouais, plus de personnages féminins, plus de personnages racisés, etc. Et c'est vrai que le côté représentation et oppression va être utilisée de manière, à partir de là, beaucoup plus flagrante, quoi. Oui, et puis chaque décennie, ça rebondira sur la lutte de la décennie. Au début des années 2000, on a eu des personnages comme Dust, Soraya, c'est ça, Ouais. je dis pas de bêtises. Tout à fait. Trinari dans X-Men Red, Binary, je sais plus. Trinari. Voilà. Donc ça va prendre en compte voilà l'islamophobie, ce genre de lutte. Et là plus récemment, la lutte qui est vraiment bien intégrée dans les X-Men, la plus récente, voilà, c'est toute la lutte pour le droit des personnes LGBTQIA+. Dans les années 90, il y a aussi justement chez les X-Men le virus Legacy qui est là en métaphore pas très très voilée du sida, quoi. Donc ouais, tout à fait. En termes de transition, du coup, je suis pas forcément sûr de... Est-ce qu'on a déjà abordé le troisième Ouais, on a commencé à mettre les pieds dedans. On a commencé, voilà, tu peux... En tout cas, comme on a pu l'aborder à l'instant, on passe justement de cette sphère underground à une sphère plus mainstream, avec, comme on le disait justement, le côté, on passe de certaines représentations comme à la limite les héroïnes de Love and Rockets qui sont publiées chez Fantagraphics, grand éditeur indépendant américain, à, on va dire, Marvel, DC Comics, où petit à petit les icônes qui, comme tu le rappelais, étaient voilées, en tout cas n'étaient pas encore sorties du placard officiellement, si on n'arrivait pas à lire entre les lignes, vont commencer à l'être au plus grand jour. Et du coup, on voulait en parler. Et à ton avis, Adrien ou même Aurélien, du coup, pourquoi c'est important justement que ces icônes-là soient devenues justement officiellement représentatives en fait, justement des combats LGBT ou de la représentation en fait LGBT. Je vais le faire avec un exemple, ça va être assez parlant. Quand j'étais petit, il y a 20 ans à peu près, on pourrait se dire qu'il y a 20 ans, on avait déjà progressé sur tous ces domaines-là. Mais quand j'étais petit, et les figures gays que je pouvais avoir autour de moi, ça pouvait être des gens très stéréotypés, que ce soit dans les médias, à la télé, ou dans le monde de la musique, ou... voilà. Et dans la sphère, on va dire, privée ou normale, autour de chez nous... dans les repas de famille, etc., c'était toujours des messes basses. Moi, je me souviens très bien, les grandes fêtes de famille, on était tous réunis, c'était les messes basses de ma mère ou mon père qui disaient oui, tu vois ton oncle là-bas, lui, oui, voilà, c'est comme ça, il est gay, mais voilà. C'était vraiment les petits messes basses, les petits secrets de famille de cette époque, il y a 20 ans, il n'y a pas si longtemps. Et donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est important d'avoir ces représentations ? C'est important de voir que déjà, ça existe, on n'est pas forcément tout seul, et qu'on est pluriel surtout, qu'il n'y a pas un modèle de gay, il n'y a pas une manière d'être lesbienne, il existe autant de manières qu'il y a autant de personnes, et donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que si on grandit avec un seul modèle, et qu'on ne se reconnaît pas dans ce modèle, on va se dire peut-être qu'on n'est pas gay. Et donc c'était pour ça que, à mes yeux, c'est important que la représentation existe et qu'il n'y en ait pas qu'une seule. Souvent on entend oui c'est bon, il y a déjà un personnage gay dans telle équipe ou chez Marvel ou chez DC, peu importe, il n'y a pas besoin d'en mettre 12. Bah si, il y a besoin d'en mettre 12. Il y a besoin d'en mettre 12 parce que déjà on a vu LGBTQIA+, il existe beaucoup d'identités sexuelles et de genre reconnues dans toutes ces lettres, et aussi parce que on n'est pas tous gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres de la même manière. D'ailleurs, il y avait Peter Milligan qui avait fait un truc très marrant d'une certaine manière là-dessus dans sa série X-Force, X-Statix, quand justement il y avait 2 gays dans l'équipe et du coup ils se mettent ensemble un peu forcés, quoi, parce que c'est les 2 gays de l'équipe, sauf que
ils ont rien en commun, rien. Et en fait, le couple dure, un numéro ou deux, je sais plus, je me rappelle plus. Mais justement parce que en fait, non, ils ont aucune raison d'être ensemble. C'est pas parce que c'est les deux gays de l'équipe qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. Et c'était très, très pertinent justement là-dessus, sur le fait que c'est pas parce que t'es gay que c'était l'alpha et l'oméga de ta personnalité, quoi. Il a inventé Il y a un mème qui existe dans la communauté gay, et il l'a inventé avant que ce mème existe, c'est pas parce que t'as un autre ami gay que tu dois me le présenter, mais je veux bien voir une photo. Voilà. Tu fais bien justement de parler justement du fait d'avoir plusieurs personnages ou plusieurs types de représentation, parce que justement, il y a aussi justement cette question qui revient tout le temps, ou si même cette critique, du fait que, en gros, pas touche à mes icônes, pas touche à mon personnage, à mon Superman, à mon Robin récemment, ou à mon iceberg. Mon iceberg, ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? J'en ai parlé longuement récemment, et moi j'aime beaucoup les coming out de personnages qui existent depuis longtemps, parce que je fais partie de ces gens qui a fait un coming out tardif. Donc voir un iceberg faire son coming out à... bon, je vais pas essayer d'imaginer quel âge il a dans les comics. C'est un peu compliqué chez Marvel. Surtout qu'en plus, c'est le coming out de sa version venue du passé. Bon, on ouais, va pas rentrer dans les détails des comics. Je ne vais pas essayer. Je vais plutôt utiliser DC parce que c'est un peu plus pratique. Ils font des reboots réguliers. Donc voir un... Donc voir un Robin, Tim Drake, faire son coming out là récemment après un reboot d'ici, donc on va dire vers 20 ans peut-être, 24 ans, un peu comme moi, c'est vraiment positif, c'est une chose qu'il faut lire, qu'il faut voir, parce que les coming out sont... j'espère, de plus en plus facile aujourd'hui, ou de plus en plus tôt. Moi, à mon époque, au lycée, il n'y avait personne, aucune personne LGBT, aucune personne queer qui s'assumait. J'ai eu ensuite, via ma petite sœur, des news, on va dire, de mon lycée, et je sais qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, voir ces coming out, on va dire, tardifs de personnages, ça fait écho déjà à ma propre histoire, et ça montre que, oui, les coming out tardifs existent, sont beaucoup plus courants que ce qu'on pense, et donc ça reste une représentation qui est importante à montrer, à la fois à des fins, on va dire, de pédagogie pour les personnes non concernées, mais aussi à des fins de représentation et de montrer qu'il est jamais trop tard. Donc même un personnage comme Iceberg qui a plus de 60 ans de publication, des personnes âgées de 60 ans qui font des coming out, ça existe aussi, hein. Voilà. T'as un exemple récent chez DC, justement, t'as Alan Scott, et c'est même encore plus, je trouve, touchant, parce qu'il y a ce côté, le gars c'est un héros de l'âge d'or, et justement, il y a un côté encore plus, pas logique, mais avec évidemment un personnage de cet âge-là, un personnage qui est né dans cette génération-là, et le fait qu'il fasse un coming out maintenant, je trouve qu'il y a un côté très touchant, justement, avec, comme tu le dis, il l'a caché, en fait. Et je trouve que ça ramène aussi une revitalisation de ce personnage-là, autre que, ah oui, c'est le vieux premier Green Lantern qu'on recroise après dans la JSA, et là maintenant, il a encore, non pas une nouvelle raison d'exister, mais en tout cas une nouvelle manière de pouvoir écrire ses histoires, que je trouve vraiment super intéressante et très touchante avec lui. J'osais pas en parler, je voulais pas parler trop de DC, mais, mais oui, j'avais cet exemple non, en mais tête. on lit tout ici, hein. On n'est pas sectaire. Hein. Mais oui, voilà, dans l'exemple d'un personnage qui a même des enfants, c'est une représentation qui est plus qu'importante. C'est peut-être même une des plus importantes en termes de coming out. Ça montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour s'assumer et qu'il reste de belles années devant nous. Et surtout, en fait, pour revenir à ta question initiale, Émile, ça n'abîme pas les personnages. Je veux dire, un personnage comme Iceberg, par exemple, pour revenir sur un peu du Marvel, certes, il est sorti avec des femmes, mais ça ne réécrit pas son histoire. Il est sorti avec des femmes, tout en restant dans le placard, lui-même, en se mentant à lui-même, d'ailleurs. C'est un peu la base de sa trajectoire, quoi. Et du coup, ça ne nullifie en rien ce qui lui est arrivé avant. Tout a existé, tout est pris en compte, et c'est juste une nouvelle facette du personnage. Donc, surtout en plus, j'ai envie de dire,
un personnage qui n'a pas eu d'histoire romantique marquante. Alors on va me sortir Opal, on va me sortir Kitty Pryde, etc. Oui, ok, il a eu des histoires romantiques, mais si on me dit quel est le love interest au long cours de Iceberg, je suis désolé, mais il n'y en a pas. Donc on n'est pas en train de bouleverser le personnage d'Iceberg. Au contraire, on lui ouvre des possibilités parce que justement, peut-être que à force, on va voir émerger, on commence d'ailleurs peut-être à le voir un peu, mais émerger un love interest au long cours et que ça sera sans doute plus intéressant que d'essayer de le mettre soit avec une humaine qu'on finira par oublier ou avec une mutante avec qui ça va se casser et que voilà. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser et à le rendre plus exceptionnel aussi. C'est la même chose que ce que tu disais sur Alan Scott, que ça rajoute quelque chose au personnage, c'est additif, quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'on abîme spécialement le perso. Est-ce que si on faisait la même chose avec Peter Parker, ça serait pas davantage gênant ? Bah, je pense que oui, parce que justement, ces histoires d'amour avec des personnages féminins en plus, elles sont tellement iconiques que peut-être que ça serait plus compliqué. Mais sur Iceberg... Je vais même donner un bon point à Marvel vis-à-vis de DC pour ça, c'est que DC, quand ils prennent un personnage qui existe depuis un petit moment et qui lui font faire un coming out, ils ont tendance à... Il est bisexuel, pour ne pas enlever les relations qu'il a pu avoir, si c'est un garçon, avec des femmes avant. Que ce soit Robin ou John Kent, le coming out qui a été fait dans les deux cas, c'est celui-là. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent un peu caresser les fans les plus réfractaires dans le sens du poil en disant non mais on sait, il est sorti avant avec spoiler, voilà, c'est normal, il est bisexuel, il aime les femmes et il aime les hommes. Marvel pour Iceberg, ils ont été francs, il est gay, voilà. Mais ça n'enlève rien aux relations qu'il a pu avoir avec des femmes avant. Mais c'est cherché, en plus ça colle avec le côté adolescent, le côté, justement, comme tu dis, queer, oui, qui est en fait la métaphore du côté mutant. Donc, en soi, il fait des expériences, ça n'a pas marché dans un sens, donc il évolue et change. Ouais, donc c'est vrai que je trouve que c'est tout à fait logique avec un personnage comme Iceberg. Et il a attendu d'avoir un modèle pour faire son coming out. Bon, dans son cas, son modèle, c'est lui-même, mais... mais il a attendu d'avoir un modèle qui lui montre que oui, c'est possible pour faire son coming out, et c'est ça qui est magnifique. C'est un peu à ça que servent les comics, c'est une auto-métaphore du comics pour lui-même. Ouais, donc c'est vrai que comme on a pu le dire, ça rapporte comme une espèce de nouveau souffle créatif aussi de mettre cette couche-là narrative en plus. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de créateurs justement concernés? Alors officiellement, parce que c'est vrai que peut-être à une époque, justement, je pense à, comment dire, là récemment dans le DC Pride justement, il y a Rachel Pollack qui a été mis en avant cette année, mais du coup maintenant on a quand même des créateuristes qui sont ouvertement concernés. Je pense à Halloween, on a aussi du coup Léa Williams, si j'ai pas de bêtises. Tout à fait. Kieron Gillen. Kieron Gillen, ouais. Putain, on a oublié Kieron Gillen. Non mais là je vous laisse Morrison, je vous laisse faire la première partie de l'émission. La deuxième partie, c'est moi qui parle de Kieron Gillen pendant 45 minutes. Et d'Alison Bechdel. Donc qu'est-ce que vous en pensez justement de cet apport-là aussi est-ce que vous pensez justement qu'il y a un écueil qui consisterait à enfermer aussi les créateuristes concernés dans uniquement des personnages LGBT ou... Déjà, Kieron Gillen prouve que voilà, il reste pas enfermé dans ces personnages queer. Et ensuite, je trouve qu'il y a une double lecture, on va dire. À la fois, on a les personnes concernées qui écrivent sur les personnages queer, déjà c'est les mieux indiqués pour écrire ça, ils savent de quoi ils parlent. Et ensuite, une fois qu'on a ces personnages queer dans des séries comme X-Men ou je pense au Superman John Kent bisexuel, quand ces personnages viennent à défendre des gens queer aussi, dans les pages des comics, et encore une fois, ils sont les mieux concernés, ils savent ce que vivent les personnes qui vont défendre dans les comics, et donc on a cette double lecture de l'écrivain queer qui écrit un personnage queer qui vient défendre des individus queer dans le monde des comics. Et il y avait vraiment cette phrase au tout début du run de Tom Taylor. J'ai toujours envie de dire Tom King et c'est pas la même personne.
Tom Taylor, sur le run de Superman, John Kent, où il disait, où c'était son père, Superman, Clark Kent, qui disait à son fils que lui, comme il est un extraterrestre, il a toujours préféré soigner les symptômes plutôt que les causes, parce qu'il se sentait pas légitime de soigner les causes, parce que il est un alien, il vient pas de la planète Terre, et ça aurait pu être bizarre qu'un alien d'une autre planète vienne dire d'un point de vue politique il faut faire tel choix, tel choix, tel choix, et que John Kent, comme il est à moitié humain, lui il peut venir essayer de soigner les causes, et c'est ce qu'il essaye de faire dans son comics en destituant un dictateur d'une nation. Et donc ça rejoint vraiment le propos de il est concerné et il peut intervenir, il est queer et il peut intervenir sur ces sujets-là, et toutes ces doubles, triples, quadruples lectures, moi ça me passionne. Même si pour le coup Tom Taylor je crois qu'il est hétéro pour le coup. Oui, de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire oui il est hétéro. On voit bien justement qu'en fait il y a des auteurs hétéros qui qui ont écrit de tout temps les personnages LGBT, que ce soit du coup Chris Claremont dont on parlait, que ce soit Tom Taylor, voilà, etc. Et le fait est que ça continuera comme ça parce que malgré tout l'industrie des comics, y a davantage d'auteurs hétéros cis que d'auteurs LGBT, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question du est-ce que on ghettoise les auteurs LGBT en les mettant sur des personnages LGBT ou pas? En fait, c'est une question qui est assez complexe et qui, pour moi, est presque transitoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que maintenant que actuellement on se pose ce genre de questions, ça me semble important que, et d'ailleurs ça rejoint avec les auteurs racisés qui vont écrire des personnages noirs, par exemple. Pour l'instant, en tout cas, il vaut mieux mettre des personnes concernées sur les personnages concernés. Parce que, on sait que ces voix différentes, elles vont souvent avoir quand même plus de mal à trouver du boulot. Donc leur réserver au moins l'écriture de ces personnages et héros, c'est leur donner l'occasion d'avoir du travail. Et en plus, y a des chances que leur parcours personnel sonne plus juste, en tout cas résonne davantage en écrivant ces personnages-là. Par contre, oui, ce qui serait formidable, c'est qu'on arrive à un moment de l'industrie, comme dans toutes les autres industries, où on puisse mettre n'importe quel scénariste sur n'importe quel personnage, juste parce que y a suffisamment de diversité dans les personnages et suffisamment de diversité dans les auteurs et les autrices pour qu'on se pose moins la question. Pour l'instant, ça semble quand même bien d'avoir une espèce de prime à l'embauche. Il y a un autre moyen, on va dire, de le faire, que j'aime pas trop mentionner en général parce que c'est la partie facile, c'est quand t'as des personnages queer dans une œuvre, mais que le sujet ne tourne pas forcément autour de leur identité queer. L'exemple le plus flagrant, c'est Star Wars. Star Wars, dans la galaxie Star Wars, c'est admis, c'est accepté, il n'y a aucune homophobie, il n'y a aucune transphobie, il y a une inclusivité totale. Alors oui, ils sont racistes, oui, ils peuvent être sexistes, mais l'homophobie, c'est la limite dans l'univers Star Wars. Et donc, à chaque fois qu'on a des personnages queer dans les romans et les BD Star Wars, ces personnages sont queer et ça choque personne. Alors, c'est à la fois génial d'avoir ce genre d'œuvre parce qu'il y a une bienveillance monstrueuse. C'est génial de voir quelqu'un qui débarque, qui dit qu'il a 2 mamans, ou quelqu'un qui débarque et tout de suite il est genré neutre avec le pronom Yel. C'est génial de voir cette bienveillance parce que c'est un monde vers lequel on aimerait bien se diriger, mais en même temps ça reste la solution de facilité, je trouve, dans beaucoup d'œuvres. Alors dans la galaxie Star Wars, on peut se dire qu'il y a eu des millénaires de lutte, donc ça fonctionne bien. Dans les comics mainstream hors Star Wars, c'est toujours un peu touchy de faire ce genre de choses. Tom Taylor justement l'a fait, parce que dans la première série Son of Kal-El, ça tourne beaucoup quand même autour de son identité. Il combat un certain nombre de personnes un peu réactionnaires. Et dans la deuxième série qu'il a fait, Adventure of John Kent, t'oublies totalement son identité queer et il va juste castagner du nazi, quoi. Ça me rappelle un peu l'histoire éditoriale entre guillemets du personnage de Sam Wilson pour ce qui concerne justement les thématiques afro-américaines, où justement ce personnage-là au départ
dans le run de Spencer, elle va être pris entre justement la communauté afro-américaine victime de violences policières aux États-Unis et aussi de l'autre côté les Américains blancs du Texas, on va dire pour simplifier, qui disent tu n'es pas notre Captain America. Et lui, il est entre symbole et représentation. Il est coincé entre les deux. Et après, dans les runs qu'il y a pu avoir par la suite, ces questions-là se posent moins, mais j'ai l'impression que c'est non pas le passage obligé, mais je pense que c'est intéressant justement de les traiter au moins une fois dans un run. En tout cas, quand on crée ou qu'on commence à graviter autour du personnage. Voilà, par exemple, pour reprendre le truc de Star Wars, c'est vrai que Afra, il n'y a pas vraiment eu d'histoire, j'ai l'impression, jusqu'ici, autour de son homosexualité. Mais par contre, c'est millions d'amantes. Si on oublie le fait que elle s'est tapée la bonne moitié de la galaxie. De la galaxie, oui. Et que tout le monde lui en veut. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui est oui, marrant, mais ils lui en justement, veulent c'est pas ce que pour j'allais ça. dire. Non, ils lui en veulent juste parce qu'elle se barre en les ghostant, c'est tout. Oui, voilà. Et qu'elle leur pique un peu de thunes des fois Ouais. aussi. C'est pour ça qu'elle est ghost, oui. Non, mais tout ça pour dire que je demande pas à ce que toutes les œuvres tournent autour de l'identité, mais juste avoir une petite phrase, un petit bout de dialogue de temps en temps. Il y a un truc qui est assez bien, qu'on se rend bien compte, je trouve, c'est des séries télé ou même comics. Je suis pas un expert dans le domaine, je vais pas prétendre, je vais pas dire des choses alors que c'est pas forcément vrai, mais des séries télé sur des castings entièrement noirs dans les années 90-2000, il y en a eu plein, mais le sujet du racisme n'était pas forcément toujours traité. Et aujourd'hui, quand t'as un personnage de couleur dans une série télé, t'as toujours au moins un épisode où il va se retrouver face à, par exemple, une arrestation par un policier dans la rue, et tu vois que l'acteur, enfin le personnage, est pas bien. Il va se dire, on sait jamais, enfin, j'ai rien à me reprocher, mais le policier, si je tombe sur un pro-Trump, il pourrait me casser la gueule, quoi. Ou il pourrait me mettre une balle perdue. Donc aujourd'hui, systématiquement, on a toujours un épisode qui va traiter au moins un peu le racisme aux États-Unis. Ça serait bien dans les comics qu'à chaque fois qu'il y a un personnage queer admis, établi, etc., qu'il y ait au moins un épisode où il soit face à de l'homophobie ou de la transphobie. Vu que tu dis ça, je suis en train de réfléchir justement à est-ce que c'est le cas ou pas. Je sais pas si on voit... c'est vrai que, par exemple, dans l'univers Marvel, je sais pas si on voit tant que ça d'homophobie en vrai. Oui. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment cet aspect-là en fait soit vraiment traité. Alors après, vu que au-delà de la sphère familiale quand même, il y en a certains, c'est les parents, ils ont. Voilà. C'est vrai qu'on va le retrouver pour les parents, mais moins sur l'homophobie après ça. Après, je pensais justement au personnage de la sphère X-Men, parce que c'est vrai que c'est là où on en retrouve beaucoup. C'est là qui sont les exclusions, en fait. Ouais, et c'est vrai qu'il y a déjà la métaphore de l'exclusion mutante, donc est-ce que ça ferait pas un peu des fois une espèce de, comment dire, de fil qui se touche un peu, si on est déjà en train de parler de la mutophobie. Ils se font déjà exclure de chez eux parce qu'ils sont mutants, alors si en plus ils vont pas se faire exclure 2 fois de chez eux, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, t'es gay, ouf, j'ai cru que t'étais mutant. Ça pourrait faire une super scène. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous annoncer. Alors je crache pas du feu, mais j'ai un mec. Ouais. Non, mais ça me rappelle ma scène préférée de mon film de super-héros préféré, X-Men 2, quand il y a... c'est Bobby. C'est Bobby en plus. Quand il y a Bobby qui fait son coming out mutant à sa famille. Vraiment, on a l'impression que c'est une scène de coming out gay, quoi. C'est tourné comme ça, les dialogues sont écrits comme ça. Cette scène reste ma scène... C'est Bryan Singer qui l'a Oui, Bryan Singer. Qui est gay, je crois, non? Oui, en plus d'être harceleur. Oui, il me semblait qu'il y avait aussi ça. C'est pour ça que j'avais un doute. Ouais. Même chez nous, il y en a. Voilà. Du coup, je crois que tu en étais parlé de convergence des luttes. Encore une fois, c'est les X-Men qui en parlent le mieux. Exactement. Si tu défends les mutants, tu dois défendre les personnes de couleur, tu dois défendre les femmes, tu dois défendre les gays, tu dois défendre les queers. Parce que s'ils viennent pour toi, un jour, ils viendront pour les autres. Donc pensez à tous
tous ces commentaires qu'on peut recevoir des fois sur j'aime pas les mutants maintenant, je préférais quand il y avait du temps de Claremont des mutants badass qui étaient pas homo. Alors comment dire? Écoute mon garçon. Bon bah du coup on a évoqué pas mal de sujets déjà et nous, Panini, on sort là pour la deuxième année consécutive, le Marvel Pride. Alors on a mis 2024, mais c'est celui de l'an dernier, parce que évidemment on a toujours un an de décalage vu que c'est une fois par an aux États-Unis. Justement, sans forcément nécessairement des fois parler d'histoires qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous avez des personnages ou des créatrices LGBT qui vous plaisent plus ou des choses comme ça? Je sais pas comment dire. C'est pas le pire lancement du monde, tu vois. Moi, j'ai envie tout de suite de parler, ça va étonner personne, du run de Young Avengers de Kieron Gillen et Jamie McKelvey, où en fait, déjà, en fait, je trouve que c'est un peu un résumé de toute notre conversation. C'est-à-dire, c'est un créateur... qui à l'époque en plus avait pas fait son coming out, mais un créateur LGBT qui écrit une équipe qui pour le coup est bardée de personnages LGBT, mais où ce n'est en fait jamais vraiment le sujet. Il y a certes des histoires d'amour entre des personnages et donc ça vient quand même nourrir il y a des coming out aussi. Ouais, voilà, mais on va dire que c'est pas quand même. Il y a jamais un épisode genre centré là-dessus et tout ça. C'est un peu en filigrane dispatché comme ça, voilà. Et à la fois, ça parle quand même de la peur que la jeunesse peut ressentir envers ses parents, donc quelque chose qui est de très queer comme sujet. Et en fait, c'est une œuvre qui est géniale. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit LGBT ou cis-hétéro, c'est vraiment de la pure BD popcorn intelligente qui défouraille à 120 à l'heure. Et c'est de l'excellente BD. Et voilà. Et en plus, avec des persos LGBT dedans. On dit souvent, pas nous, les personnes que ça peut gêner un peu d'avoir cette représentation, on entend souvent le discours que ça les empêche d'acheter les comics, que s'il y a des problèmes, des chutes de vente, c'est parce qu'il y a trop de représentation queer dans les comics, que le petit vendeur il arrive plus à vendre ses BD dans sa boutique parce que les vieux fans viennent plus acheter parce qu'il y a trop de personnages queer. C'est paradoxal parce que tu mentionnes Young Avenger, c'est la série qui m'a fait plonger dans le monde des comics. Si aujourd'hui j'ai presque, 8000 balles de comics dans ma bibliothèque, c'est grâce, je sais pas. Grâce. Ouais, voilà, moi je dirais grâce, mon mari dirait à cause. à cause des Young Avengers. Derrière, en fait, je me suis intéressé à tous les personnages queer du monde des comics. C'est comme ça que j'ai plongé dans les X-Men, et c'est comme ça que j'ai plongé chez DC. Il n'y aurait pas eu John Kent et il n'y aurait pas eu Tim Drake, du DC, j'en aurais jamais acheté. Là, aujourd'hui, du DC, j'en ai une étagère pleine. Donc l'argument marketing, aussi, il est là. C'est aussi une bonne chose. Alors peut-être qu'il y a des vieux cons qui arrêtent d'acheter des comics, mais il y a des jeunes moins cons qui se mettent à en acheter grâce à ça. Ouais, c'est comme tu dis, on passe de la métaphore du geek, qui ne sont pas représentés dans ce qu'ils voient, à justement... jeunes personnes concernées qui peut-être justement va grandir de manière beaucoup plus saine avec un modèle de pop culture. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ça nous fait du bien à lire et en plus ça nous redonne de l'intérêt pour des histoires qui peuvent être surannées. Je vais prendre un exemple tout con, c'est les téléfilms de Noël M6, j'en ai vu, mais quand j'étais petit, des dizaines sur la New-Yorkaise qui retourne chez elle et qui tombe sur un joli bûcheron, et voilà, c'est bon, je peux plus les voir. Par contre, tu me fais le même scénario avec des personnages queer, comme je l'ai jamais vu, et tout de suite j'ai envie de le voir. Voilà. Donc c'est un peu la même chose sur les comics, des BD sur des mecs en slip qui se tabassent, pour reprendre l'expression d'une amie. J'en ai lu plein, c'est un peu redondant par moment, mais tu me fais la même avec des personnages queer, là je peux de nouveau en lire parce que voilà, je l'ai jamais vu. Non, et moi de mon côté, ça va être l'épisode qui est republié dans le... C'est pas vraiment un Pride, mais c'est un événement chez Marvel
on va dire, éditoriale avec le mariage de personnages homosexuels. Et dedans, on retrouve une histoire. Bon, je suis con, en fait, ce que je vais dire, du coup, de quelle est l'histoire, en fait. Quels sont les personnages entre Raven et donc Destiné. Et je trouve que l'histoire, c'est celle où Raven est sur le pont d'un bateau et va jeter les cendres. C'est une histoire qui est scénarisée par Peter David, et on voit des flashbacks où en fait tout ce que l'interview de Claremont précédant cette histoire raconte, à savoir tous les subterfuges, on va dire, qu'il utilisait pour faire comprendre en fait que Raven et Destiny sont folles amoureuses l'une de l'autre. Ça passe par des caresses, par des accolades très très amicales, pour reprendre un peu le côté de elles sont de très bonnes amies. Oui, ça passe par le fait qu'elles vivent ensemble dans le même appartement et que qu'elles se font du café le matin en nuisette. Oui, voilà. Oui, enfin, Peter Parker et la Torche, ils ont aussi vécu ensemble dans le même appartement et ils se faisaient des cafés en caleçon. Hein. Alors, si tu veux avoir une relation, moi ça me va, hein, je l'accepte. Hein. J'aimerais beaucoup voir ça, mais je suis pas sûr que c'était le but. Non, pardon, il fallait que je mentionne la bromance Peter Parker et la Torche quelque part. Et non, en tout cas, ça pour dire quoi, du coup, c'est une histoire que j'aime beaucoup et qui est très touchante, et je suis très content justement que Marvel l'ait ressorti dans cet épisode-là. Dans l'histoire, en tout cas éditoriale de cette année, côté mutant, même si une partie n'est pas encore parue en VF au moment où je vous en parle, il y a des épisodes qui, je trouve, ont vachement mis l'accent sur ces deux personnages-là, et comme si vous avez pu lire Inferno, vous avez pu le voir, j'adore la relation entre Raven et Destiné, et que je trouve une des plus belles, et aussi une des plus passionnées, avec ce que cela peut avoir de destructif pour les autres à côté. Oui, il faut pas oublier quand même qu'elles sont des super vilaines, quoi, au bout du compte, même si actuellement elles sont dans plutôt du côté des héros et tout ça, mais elles sont quand même, voilà, leur but principal n'est pas forcément de sauver le monde, c'est de sauver leur monde. Mais ça en fait aussi, ouais, une espèce de belle histoire tragique d'une certaine manière, quoi. Ouais, il y a ce côté où, un peu à l'instar de ce que la relation d'amour entre Hulkling et Wiccan, c'est ça son mari, dans Empire, ce que j'aime beaucoup aussi justement, c'est qu'il y a une histoire intime qui se mélange avec la grande histoire. C'est-à-dire ce truc ultra épique de bataille galactique et tout, et en même temps, au cœur de ça, c'est une histoire d'amour. Et il y a un peu pareil, je trouve, Destiné et Raven, où justement, par amour, elles sont prêtes à détruire le monde. Et il y a un côté assez fort là-dedans, et justement ça a fait le lien, et ça permettra peut-être de conclure entre ce que tu disais sur le fait que tu peux arriver à faire une histoire qui parle de la représentation et en même temps ne pas te cantonner à ça et l'enfermer là-dedans en fait. Ouais, il y a une dernière série que j'aimerais mentionner, c'est donc les séries Dr. Aphra, initialement créées par Kieron Gillen concerné, ensuite repris par, et j'ai un trou. Six Spurrier. Alyssa Wong. Six Spurrier d'abord. Six Spurrier d'abord, voilà, merci Aurélia. Et plus récemment, Alyssa Wong, et là, c'est là que la série se décuple en termes de représentation queer. Donc Alyssa Wong, non-binaire, et toutes ses œuvres tournent beaucoup autour de ça, mais c'est jamais forcément trop le sujet. Alors oui, dans ses œuvres, il y aura des personnages non-binaires, il y aura des personnages pansexuels. Récemment, Yale a fait Deadpool, dont le tome 2 vient d'être publié par Panini Comics, alors foncez chez votre libraire l'acheter. et Alyssa Wong, vraiment, c'est mon créatrice préférée du moment, et toutes les œuvres sont vraiment exceptionnelles, et sa série Dr. Aphra, où chaque personnage est queer. Chaque personnage peut avoir une romance, mais derrière, ça continue de faire de la grande quête archéologique à la Indiana Jones, retrouver des artefacts et sauver la galaxie, même si on voit bien que ça fait chier Dr. Aphra de sauver la galaxie. Elle préférait toucher des millions et prendre sa retraite sur une planète avec une plage de sable fin. Voilà. Mais vraiment, cette série Dr. Aphra par Alyssa Wong, c'est quelque chose à lire dans le genre bienveillance de personnages queer. Ça fait beaucoup de bien juste de voir de la représentation heureuse dans une longue série finalement, parce que c'est ça qui manque aussi, c'est souvent ça va être un tome ou deux, et là on peut avoir un long run de personnages queer sans que ça pose problème.
Bon, bah voilà qui conclut cet épisode spécial Mois des fiertés. Merci beaucoup à Adrien d'avoir fait l'honneur d'inaugurer nos invitations, parce qu'on aura d'autres invités au cours de l'année. C'est un plaisir. Et merci à Aurélien, comme d'habitude. Merci Émile. Mais bah du coup, on vous donne un rendez-vous le mois prochain, et d'ici là, bah, lisez plein de comics queer, si possible. Et donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Salut, bye. Salut. Ciao.